C'est maintenant le temps de la chronique avec la psychologue et coach de vie Sylvie Boucher. Bonjour Sylvie, comment ça va? Ça va bien, ça va vite, mais ça va bien. Et toi, Amélie? Ça va super bien. Good. Puis aujourd'hui, tu as envie de nous parler, je pense, des croyances. Eh oui, parce que, écoute, c'est important. Tu sais, là, on veut faire de 2018 une belle année. Fantastique. On a des beaux objectifs SMART. J'ai un plan de match là, avec des belles stratégies là, qui sont bien logiques. Là. Je fais ce que j'ai à faire. Merveilleux. Pourtant, des fois, là, on a beau avoir tout ça, ça semble pas fonctionner. Comment ça se fait, donc? Il y a des personnes, là, tu regardes aller, puis ils ont l'air de réussir à peu près tout ce qu'elles entreprennent. Puis, il y en a d'autres, ils ont l'air d'avoir plus de misère. Tout a l'air plus difficile. Ça fonctionne pas, leur affaire. Puis même des fois, ça fonctionne pas aussi bien, mais carrément échoué des fois. Alors là, c'est sûr que, écoute, on peut dire qu'il arrive des événements extérieurs qui peuvent nuire à l'atteinte de nos objectifs. C'est vrai. Mais ceux qui réussissent, là, c'est pas vrai qu'ils ont aucun événement. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui fait une différence. As-tu une idée de ce que ça peut être, Amélie? Moi, je pense que qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles? Je pense que si on y croit vraiment au fond de nous, ça va nous aider. Parce que si on pense déjà en partant que ça va être un échec, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de chances que ça fonctionne pas. Absolument. Parce que c'est vraiment ce à quoi on croit qui fait une différence. Nos croyances puis nos pensées, là, elles peuvent nous aider et nous nuire. Par contre, des fois, les gens ils vont dire, ben voyons donc, voir si j'ai commencé quelque chose, puis en croyant que c'était pour pas fonctionner. On va regarder. Parce que faut vraiment vérifier ce qu'on a dans notre tête. Et des fois, on a des surprises. Il faut comprendre qu'à la base de tout, là, c'est l'idée. Notre rêve qu'on a, c'est une idée. Tu sais, la tour Eiffel, là, elle est apparue dans la tête de M. Eiffel avant d'être en plein milieu de Paris. Tu comprends? Ben oui. S'il y avait personne qui y avait pensé, elle n'existerait pas. Alors ça, c'est déjà une première chose. Et quand un être humain croit en son idée, mais y croire, pas espérer fort, y croire, ben, ce que ça fait, c'est que ça met en branle des processus intérieurs qui vont influencer notre façon d'agir. Les gens, tu sais, on a regardé, hein, les gens qui réussissent, ils ont des attentes particulières, ils croient en leur réussite. On l'a vu quand on parlait des capsules là, sur les caractéristiques des gagnants et des gens chanceux. Ils pensent différemment. Alors, règle générale, là, on peut aller aussi loin que ce qu'on est capable d'imaginer, pas plus loin. Ce que ton esprit ne peut pas concevoir, tu ne peux pas le réaliser. Tu ne peux pas faire quelque chose auquel tu ne penses pas ou auquel tu ne crois pas. Alors, c'est hyper important pour créer des choses d'utiliser notre imagination. C'est ça qui va déterminer ce qu'on veut réaliser et qu'on peut réaliser dans notre vie. Des fois, je dis aux gens, rêvez sans limite, votre esprit est tout puissant. Faut être réaliste, par exemple. Les Américains vont dire ça beaucoup. Moi, je vous dirais, c'est peut-être pas aussi puissant que certains vont l'espérer, mais c'est sûrement plus puissant que ce que la majorité des gens pensent. Ils sous-estiment leur cerveau, si je peux dire. Il y a des gens qui vont me dire, ah oui, mais moi, non, c'est pas comme ça que je fonctionne, puis tu vois, la vie m'a apporté plus que ce que j'espérais, beaucoup plus que tout ce que je pouvais imaginer. C'est vrai, mais ces gens-là, ils ont habituellement un ensemble de croyances particulières, une espèce d'attitude d'ouverture et de confiance envers la vie. Ils n'ont pas de frein dans leur tête. Et à ce moment-là, ils agissent en conséquence. Donc, oui, la vie leur présente des opportunités qui les amènent plus loin que ce qu'ils espéraient, mais ils n'avaient pas de frein. Et ces gens-là sont habituellement actifs dans leur vie. Ils n'attendent pas dans leur salon que tout leur tombe dans les mains. Alors, il y a quand même, là, même ceux qui n'ont pas pensé d'aller aussi loin, mais qui sont allés, c'est qu'ils ont une certaine attitude et certaines croyances qu'ils ont, ou certaines croyances freinantes qu'ils n'ont pas. Alors, ça, c'est important. Il y a une chose aussi, tu sais, des fois, je te disais, des fois, on peut espérer, oui, j'y crois, mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que notre esprit, il est composé de deux parties, le conscient, l'inconscient. Là, je parle pas au niveau psychologique, théorie, là, parce qu'il y a différentes façons, là. Je parle plus, là, de ce à quoi je pense et ce à quoi je ne pense pas immédiatement. C'est un peu comme si on comparait mon esprit à un bureau. Tu as le dessus du bureau, puis tu as les tiroirs. Je peux voir ce qui est sur le bureau, ça correspond au conscient. Ce à quoi je pense en ce moment précis, il est sur mon bureau. Il fait partie de mon conscient.
Et il y a les tiroirs du bureau dans lesquels se trouvent toutes sortes de choses que je ne peux pas voir en ce moment. C'est mon inconscient. J'ai une question pour toi, Sylvie. Oui. Est-ce que c'est un peu l'inconscient, un peu le principe de la visualisation, qu'on voit quelque chose tout le temps, puis que tu sais, dans notre inconscient, on a comme mis ça, mais sans y penser à tous les jours? C'est un peu différent. Là, je te parle vraiment juste. Non, mais c'est correct parce que c'est tout relié. Là, comment je le disais, c'est ce à quoi je pense en ce moment. Ça, c'est conscient. Tout le reste est dans le tiroir. Je n'en suis pas conscient en ce moment. Toi, ce que tu fais à faire, c'est au niveau des croyances. Quand on parle de visualisation, c'est qu'on travaille justement sur les croyances inconscientes et on s'organise pour que, je dirais en blague, toute la partie inconsciente, tout ce qui est dans les tiroirs, plus je visualise, plus ça devient sur mon bureau et plus ça prend de la place dans mes tiroirs, ce qui fait qu'à un certain moment donné, tout mon être est tourné vers le but que je vais atteindre. Alors, la visualisation, c'est une excellente technique d'utiliser justement le conscient et l'inconscient pour nous amener vers là où on veut. Mais encore, faut-il qu'il y ait un ménage de fait dans notre tête, parce que si je visualise, puis c'est ça que les gens font souvent, ils visualisent, ils disent, oui, mais je comprends pas, je fais la même affaire que ma voisine a dit de faire, puis ça marche pas. Ouais, ben, on va aller fouiller dans tes tiroirs, parce que toi, tu as probablement autre chose dans tes tiroirs. Tu comprends? Et c'est ça souvent, la plupart des auteurs, là, que ce soit les psychologues, les coachs, ceux qui font du développement personnel, la plupart du temps, les gens, tous ceux qui s'intéressent au changement, ils vont reconnaître l'importance de l'inconscient au sens très large de ce à quoi je ne pense pas en ce moment. Chaque auteur va le nommer différemment. L'inconscient, le subconscient, en tout cas, ils ont toutes sortes de noms pas possibles, là, mais dans le fond, là, tout le monde est d'accord pour dire que l'inconscient, ça a un impact majeur sur mes comportements, sur mes émotions, puis tout ça. Donc, c'est important d'en tenir compte et l'impact que ça a est encore plus grand si je ne peux pas le contrôler parce que je ne le sais pas. Ce dont je ne suis pas consciente agit énormément, mais sans que je puisse contrôler cet impact-là parce que je ne sais pas que c'est ça qui agit. En ce moment, par exemple, là, pour te donner une idée, en ce moment, là, mon cœur est bas, ma pression artérielle se régularise, mon sucre. Ça, là, il y a une partie qui est inconsciente, je ne m'en occupe pas, mon cerveau fait ça et c'est très bien. Parce que mon petit conscient, mon dessus de bureau, je peux pas mettre toutes les informations que j'ai en même temps. Alors, sur mon dessus de bureau, je n'ai que des informations partielles. Tout le reste est géré par ce qui se passe dans mes tiroirs. Et c'est très bien comme ça, parce que sinon, je viendrais folle. Ben oui. Mais le problème, c'est que mon cerveau marche de façon automatique. Puis c'est correct dans un sens. L'inconscient, là, c'est inconscient. Ça. Je suis pas au courant de ce qui se passe dans mon corps. Je peux être au courant si je deviens essoufflée puis le cœur me débat, mais je suis pas au courant de tout ce que mon cerveau va faire pour replacer ça. Puis c'est correct. Donc, l'inconscient, il a une grande, grande capacité de gestion de l'information. C'est même lui le siège de l'intuition, là, parce qu'il y a plein de données que moi j'ai pas. Et c'est lui qui nous fait agir en fonction de toutes les informations qu'il a. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, Amélie, quand on a parlé du pilote automatique, quand on parlait de pleine conscience. Oui. Ben, c'est exactement ça. Le but de la méditation, c'est de débarquer du pilote automatique pour être capable de choisir mes actions, mes réponses au stress, plutôt que de juste réagir puis de faire des réactions de stress non contrôlées. Ben, le cerveau, il fonctionne beaucoup sur pilote automatique et il y a une partie, il faut le laisser là. Je ne commencerai pas à gérer volontairement mon taux de sucre, là, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Mais en même temps, il y a une partie où il va gérer d'autres affaires que juste mon corps. Puis c'est pour ça que des fois, je vais être distraite. Et c'est pour ça aussi que je vais avoir des habitudes de comportement. Tu sais, les fameux patterns dont on parle, là, c'est un peu ça. C'est que le cerveau, il a enregistré des comportements et des pensées, puis il le reproduit sans me consulter. Alors, ce qui pouvait être efficace quand j'étais petite fille, lui, il a dit, ça c'est efficace, je l'enregistre et je le reproduis. Ce qui fait que aujourd'hui, chaque fois que j'arrive devant la même situation, je réagis exactement comme quand j'étais petite fille ou quand j'ai appris ça il y a 2 ans, mais le cerveau, il le fait de façon automatique. Alors, si, à un certain moment donné, tu veux comprendre pourquoi tu agis d'une certaine façon, puis surtout, si tu veux modifier ce comportement-là, il faut que tu ailles identifier tes patterns, tes pensées et tes croyances. Mm-hmm. Et c'est pas une croyance, Sylvie? Écoute, une croyance, c'est un petit peu plus qu'une pensée.
tout être humain, il a besoin de donner une signification aux choses qui l'entourent. Ceci est une table, c'est bien pratique, je mets mon ordinateur dessus et non pas je vais m'asseoir. Alors, tout être humain veut donner une signification, un sens, il veut savoir où est-ce qu'il est. Il a besoin de se faire ce qu'on appelle une représentation de la réalité. Il faut qu'il se fasse une idée de la réalité extérieure. Si j'ai pas d'idée sur ce qui est à l'extérieur de moi, je rencontre une bestiole quelconque que j'arrive pas à me faire une idée c'est quoi cette affaire-là, ben ça se pourrait que j'aille un malaise. Faut que je sache c'est quoi ce bête-là, cette bestiole-là, c'est-tu dangereux, ça ne l'est pas. Tu sais, j'aime ça plus classer les affaires, c'est comme ça que ça marche un être humain. Le problème, c'est que l'être humain, il n'a pas accès nécessairement à toute la réalité au complet. Alors, il va utiliser des mécanismes comme la généralisation pour combler sa représentation de la réalité. Je vis une expérience, j'en tire une conclusion sur les causes ou la signification de cette expérience-là, puis là, je généralise cette conclusion-là sans vérifier si la conclusion s'applique à la réalité. Par exemple, je croise une personne nommée Amélie, je la trouve gentille, j'en conclus que toutes les Amélies sont gentilles. Et je vais agir en conséquence. La prochaine Amélie là, que je vais rencontrer, je vais la trouver gentille, donc je vais agir de façon sympathique envers toutes les Amélies qui sont tellement gentilles. Donc, une représentation, une conclusion s'accompagne de sentiments de certitude. C'est ça une croyance. J'ai cette idée-là que toutes les Amélies sont gentilles et j'y crois. Là. Je pense vraiment que c'est vrai. C'est ça une croyance. Et ce sentiment de certitude-là, il devient de plus en plus fort chaque fois que je revis une expérience qui est similaire. À chaque Émilie que je vais rencontrer, moi je pense qu'ils sont fines, je vais la traiter gentiment. Il y a des bien bonnes chances qu'elle soit gentille. Hein? On est toujours gentil quand on se fait traiter gentiment. Donc, ça va être la preuve que c'est vrai que les Amélies sont gentilles. Ma troisième Amélie, ma quatrième Amélie, ma cinquième. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est vrai que toutes les Amélies sont gentilles. Parce que ça me surprendrait que je puisse faire l'expérience de, juste dans la région de Terrebonne et autour, faire l'expérience, voir, rencontrer toutes les Amélies de la région, les évaluer, voir si sont toutes gentilles, puis après ça dire oui, c'est vrai, dans la région, il y a 95% des Amélies qui sont gentilles. Je vais plutôt dire, j'en ai connu une, j'en ai connu deux, ben ils sont toutes fines. Fait que quand je vais rencontrer une autre Amélie, je vais dire, oui, ça doit être une gentille personne. J'espère que toi, tu crois la même chose pour les Sylvie, là. Je te le dis, ça. En tout cas. Ben oui. Mais en fait, tu vois, c'est vraiment un système de croyances. Et tout être humain, là, il fait ça. On développe des croyances au sujet de notre environnement et de nous-mêmes aussi. Puis des fois, ça peut être des croyances là, qui se limitent à un aspect de notre vie, comme par exemple, je suis pas capable de nager. Bon. Il y a puis en même temps, tout est relatif. Je ne sais pas nager en ce moment, c'est une chose. Je suis pas capable, c'est autre chose. La plupart des gens sont capables d'apprendre. Mais si j'ai cette croyance-là, je ne suis pas capable de nager, j'irai certainement pas dans une piscine. Tu sais? Alors mes chances d'apprendre sont plutôt faibles. Donc, ça va venir confirmer que je suis pas capable. On a aussi des croyances globales qui touchent à un domaine plus large de notre vie ou de notre environnement. Par exemple, deux croyances sur le même sujet, c'est tous les gens sont fondamentalement bons. Puis tu as l'autre croyance qui dit dans le fond, là, la plupart des gens sont méchants. Écoute, on peut développer des croyances à propos de n'importe quel sujet à la condition de trouver suffisamment de points de référence pour confirmer notre idée de base. Mais oublie pas que si ton idée de base est faite, tu vas aller en chercher des points des sujets, des exemples de confirmation. Alors, c'est là que la croyance prend de plus en plus de force. Donc, il y a des croyances qui sont plus puissantes que d'autres. Elles sont plus ancrées. Et les croyances les plus ancrées sont souvent celles qui viennent de l'enfance, parce que l'enfant, il n'est pas capable, lui, de confronter ses croyances à la réalité, puis de les remettre en question. Puis comme il grandit, il accumule de plus en plus d'expériences qui viennent appuyer ses croyances. Donc, une croyance qui est vieille de 20 ans, elle est plus difficile à changer qu'une croyance très récente. Surtout que des fois, on ne pensera même pas à le remettre en question, tu comprends? Parce que c'est comme ça depuis toujours, c'est la vérité. Souvent, les gens, c'est ce qu'ils vont me dire dans mon bureau, parce que la thérapie, c'est ça, hein, c'est un changement de croyance, entre autres. Et les gens vont me dire, oui, mais je suis faite comme ça. Non, vous n'êtes pas faite comme ça. Vous croyez à ça depuis longtemps. Mm-hmm. Vous avez ce comportement-là depuis longtemps. Alors, tu comprends, c'est pas la même chose. Ben merci Sylvie, on se reparle dans 2 semaines et on va continuer de parler des croyances. Tout à fait, tout à fait. Alors à la prochaine.